À toi de jouer. Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et alors d'abord, cher Mathieu, monsieur le directeur, bonjour messieurs et mesdames les ambassadeurs, Excellences, mesdames et messieurs les consuls honoraires, chers collègues, chers amis, merci de participer. Alors, a priori, c'est la 12e rencontre des mercredis de l'UCHF et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Perrault. Mathieu Perrault est directeur de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau. On appelle ça de l'influence, mais il nous expliquera rapidement. Il a été consul adjoint, il a une petite idée de ce à quoi nous pouvons servir. Nous allons parler de l'influence. C'est L'influence, la culture, l'enseignement, la recherche, ce sont des sujets qui font partie de nos missions de manière consubstantielle et il nous a paru intéressant d'en parler et d'avoir la vision française de l'influence pour pouvoir échanger. Donc, merci Mathieu d'avoir répondu à notre invitation. On t'écoute pendant 20-25 minutes et ensuite on aura beaucoup de questions parce que c'est au cœur de tes missions sont au cœur de nos missions également. Très bien. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous vois pas tous à l'écran, mais je vous sais présent à cette heure déjà avancée de la journée. Je commence d'abord par remercier Anne-Marie Goussard, qu'on se connaît depuis des années. J'ai toujours plaisir à la retrouver, pour avoir donc m'avoir proposé cette intervention. Après, d'ailleurs, j'ai vu une liste d'intervenants assez prestigieux passer après Alain Madelin, un ancien ministre. Je me sens assez honoré et il y en a eu bien d'autres. Donc, merci à Anne-Marie et merci à Bertrand Thibert, puisque ce sont les deux artificiers de cette opération. Merci d'avoir organisé tout ça. Je me sens très honoré de vous parler et effectivement, je sais ce que c'est qu'un un ou une consul honoraire et j'en apprécie toute la valeur pour avoir moi-même servi dans le réseau consulaire il y a effectivement quelques années et ce qui m'a beaucoup plu et beaucoup marqué quand j'étais donc numéro 2 du consulat général de France à Chicago dans le Middle West. Eh bien, j'ai recompté dans ma mémoire, nous avions une bonne dizaine de consuls honoraires dans les villes de cette grande partie des États-Unis. Et on pouvait beaucoup compter sur eux. Alors, pour moi, vraiment, principalement pour trois choses. Il y avait évidemment l'aide aux compatriotes en difficulté. Et je sais que euh, chacun pour les pays que vous représentez, vous êtes souvent sollicité dans des situations extrêmes et vous dépatouillez. Vous sortez des gens de prison ou vous les aidez à rejoindre leur famille, leur domicile, leur pays. Ça, vraiment, c'est très utile pour tout le monde. La deuxième chose dont je me souviens pour ma part, c'était que souvent les consuls honoraires avaient un rôle pour animer la communauté du pays. Ce n'est pas obligatoire, mais il se trouve que souvent là où ils sont un point de contact, un point d'entrée, ils font des choses bien utiles. Et puis la troisième chose, quand moi j'étais à Chicago, je les utilisais un peu, non pas comme des agents de renseignement, mais enfin, vous êtes souvent des capteurs. Vous connaissez bien localement ce qu'il se passe sur le plan politique, sur le plan de la société. C'était pour le jeune diplomate que j'étais, les consuls honoraires de France dans cette zone, comme vous l'êtes pour d'autres pays dans votre région, c'était des capteurs, des gens à qui on pouvait passer un petit coup de fil, se renseigner sur l'actualité, qui vous organisaient vos déplacements dans la région quand vous veniez. Et c'était très précieux, en fait, vous êtes en position privilégiée. Voilà. Et au-delà de tout ça, pour moi, vous êtes une forme d'incarnation de quelque chose qui n'est pas si courant, c'est l'engagement. Vous vous engagez au service d'un bien commun, au service de la société, et tout ça, ça repose avant tout sur votre volonté et vos épaules. Voilà. Donc merci pour ça, vous êtes précieux, et c'est pour ça que j'ai répondu avec vraiment beaucoup de plaisir à cette invitation pour vous parler en quelques mots donc de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence désormais, mais enfin on appelle aussi plus souvent la diplomatie culturelle. Et je préfère cette formule parce que dans le fond, vous êtes dans le milieu, vous connaissez, mais ceux qui ne sont pas sur nos sujets, j'observe quand ça fait maintenant ma quatrième année dans ces fonctions, quand on leur dit diplomatie culturelle, ils n'ont beau jamais entendu parler, ils voient assez vite de quoi il ressort. Peut-être, pardon, un mot avant d'attaquer là-dessus pour me présenter. Donc,
encore une fois, je m'appelle Mathieu Perrault. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la carrière diplomatique. J'ai commencé ma carrière sur les affaires européennes, l'élargissement de l'Union européenne à la fin des années 90. J'ai ensuite été en poste aux États-Unis dans le réseau consulaire et j'ai ensuite été en poste en Europe. J'étais premier secrétaire de l'ambassade de France à Madrid. Je suis rentré en France en 2009. J'ai à ce moment-là fait de la négociation multilatérale. J'étais en fait dans tous les boucles de négociateurs du G20 et du G8, notamment quand la France a été en présidence du G20 et du G8 en 2011, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et on a eu un G8 à Deauville et un G20 à Cannes, et j'ai fait partie des négociateurs. J'ai continué à faire ça à l'Élysée auprès du président François Hollande. Donc j'étais conseiller du président. Ensuite, j'ai été directeur adjoint des Amériques et des Caraïbes, pour ceux d'entre vous qui représentent Il y en a des beaucoup. pays du continent américain. Donc ça, je le faisais à Paris dans la direction politique. Et puis, j'ai fait à nouveau un petit peu de cabinet auprès de Nicolas Hulot, quand il était ministre de la Transition écologique et solidaire. J'ai été inspecteur des affaires étrangères. Ça, c'est une sorte de mission d'audit interne, on va dire, audit et conseil interne, mais aussi un peu d'inspection, voilà, pour le ministère. Et puis enfin, et pardon, j'espère que je n'ai pas été trop long, depuis 2020, je suis donc dans ces fonctions de directeur de la culture, de l'enseignement et de la recherche. Donc tout à la fois, tous les sujets culturels et médias et audiovisuels, tous les sujets de l'éducation de la langue française et tous les sujets de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce qui fait donc pas mal de choses, mais je vais y revenir. Alors peut-être un mot sur la spécificité donc, de la diplomatie culturelle vue de la France. Pourquoi est-ce que c'est ce que je vais vous dire un peu différent de ce que dirait le diplomate qui s'occupe de ça à Berlin, à Londres, à Madrid ou ailleurs. D'abord, je pense qu'il y a je ne vais pas vous faire l'historique, mais je pense que quand même c'est assez intimement lié à l'histoire de la politique étrangère de la France. Et en fait, on a d'ailleurs fait un colloque sur le sujet l'année dernière et on est en train de publier un livre sur ce sujet. C'est assez consubstantiel de la diplomatie française. Ça a commencé avec des grands anciens, si je puis dire. C'était Voltaire à la cour de Frédéric II, c'était Diderot chez Catherine de Russie. C'était plus proche de nous le fait que dès la fin du 19e siècle et au 20e siècle, les ambassadeurs de France ont eu tendance à appuyer leur démarche politique par une forme d'influence autour de la culture française, avec cette idée que la culture française avait une valeur universelle et qu'on pouvait parler des auteurs français, de la littérature, de la musique, enfin bref, tous les arts français. Et ça a commencé avec des conférenciers, avec des grandes institutions françaises comme la Comédie, par exemple, la Comédie française qui faisait des tournées. Et puis, petit à petit, des institutions qui se sont créées autour de l'archéologie, École française de Rome, École française d'Athènes. Je ne vais pas tout vous citer à chaque fois, hein. Parfois je prends des raccourcis, mais on pourrait y revenir. Autour de la création d'instituts français, des alliances françaises, dont on a fêté l'an dernier les 140 ans et qui jouent un rôle déterminant dans la projection de la culture de la langue française à l'international. Autour des écoles, qui ont souvent été d'abord des écoles confessionnelles. Les congrégations religieuses ont joué un rôle, mais aussi très vite, en 1906, création de la mission laïque française, avec le développement d'écoles qui étaient souvent à destination des petites communautés françaises à l'étranger, mais qui ont très vite accepté dans leur rang des enfants du pays de résidence. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fort dans l'ADN, si je puis dire, de la politique étrangère. Il y a toujours eu un volet culturel, c'est assez ancien. La deuxième spécificité française, je crois, c'est le pilotage par l'État. Et ça, c'est très fort aujourd'hui encore. Un ambassadeur de France a tout un volet de son action qui est un volet culturel. Et les différents acteurs du réseau culturel français à l'étranger, Institut français, Alliance française, lycée français, etc., tout ça, d'une manière ou d'une autre, rend compte à l'ambassadeur, à l'ambassadrice.
et s'inscrit dans une démarche d'ensemble. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout est étatisé. Les écoles, par exemple, les lycées français à l'étranger sont des établissements de droit local et sont pour la plupart du temps gérés par un comité de gestion de parents d'élèves. Mais il y a quand même toujours, tout ça rapporte, rend compte, s'inscrit dans la démarche d'ensemble pilotée par l'ambassadeur, l'ambassadrice de France. Troisième spécificité de la diplomatie culturelle à la française, c'est qu'elle embrasse un peu tous les secteurs et qu'elle a un peu toutes les ambitions. Puisque vous êtes français pour la plupart d'entre vous. Et si vous ne l'êtes pas, vous travaillez avec la France, parce qu'il y a des diplomates étrangers en France, je crois, qui sont connectés, en tout cas qui étaient inscrits. Vous connaissez cette petite particularité de notre pays. Nous avons beaucoup d'ambition, nous avons beaucoup d'envie, beaucoup d'appétit. Moi, le réseau que je pilote est un réseau qui fonctionne avec une énergie incroyable pour lancer des projets, des nouvelles initiatives dans le domaine culturel, éducatif, universitaire. Et donc, nous intéressons à tous les sujets. J'en prends un parmi d'autres, la coopération muséale. Je vous aurais fait cette présentation il y a 10 ans. Je ne suis pas sûr que je vous en aurais parlé, ou en tout cas, c'était les prémices, notamment d'un grand projet qui a abouti depuis, le Louvre Abu Dhabi. Mais en tout cas, il y a 20 ans, ça c'est certain. Moi, quand je suis rentré au ministère des Affaires étrangères, les musées français étaient présents à l'international avec des relations avec leurs homologues et des grandes expositions qui tournaient et des échanges d'œuvres. Mais ça n'était pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Aujourd'hui, on fait de la coopération muséale, c'est-à-dire que les musées français, les experts muséaux français, on a une réponse, une offre structurée pour aider à développer, à créer des musées dans d'autres pays. Voilà. Exporter cette expertise française. Voilà. Ben, c'est une illustration parmi d'autres de notre volonté d'embrasser tous les sujets de la culture prise au sens le plus large possible. Et puis, quatrième et dernière spécificité française, il y en a sans doute d'autres, mais je dis les plus importantes, de notre diplomatie culturelle, c'est qu'elle est linguistique. Ça aussi, c'est très ancien. Hein, ça remonte sans doute à l'époque où la langue française avait une place proéminente, et c'était notamment la langue des relations internationales. Mais ça ne concerne pas que les diplomates qui négocient le traité de Vienne, la langue française. Nous l'avons toujours mise au cœur de la diplomatie française. Et donc, aujourd'hui encore, une partie de notre action culturelle à l'étranger, vous le savez si vous avez fréquenté une alliance française, un institut français, c'est souvent un bâtiment dans lequel il y a avant tout des salles de cours. On vient apprendre le français ou se perfectionner, on vient passer des tests, des certifications de français pour étalonner son niveau, y compris pour un projet professionnel. Bref, la langue française occupe une place importante et je vous le dis d'autant plus que vous le savez, dans un an, la France accueillera le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts et que plus proche de nous, dans un mois, le président de la République inaugurera à Villers-Cotterêts la Cité internationale de la langue française. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je ne dis pas que nous sommes les seuls au monde. Les Chinois, par exemple, mettent en avant la langue chinoise dans leur diplomatie culturelle avec les instituts Confucius. Mais tout le monde ne le fait pas et c'est vraiment très fort dans la diplomatie française. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ça concourt à 2 secondes un peu de conceptuel ou de sémantique. Tout ça concourt donc à ce qu'on appelle désormais la diplomatie d'influence. Et le président de la République, Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadeurs qui s'est tenue très récemment, le 28 août, à l'Élysée, en a donné une définition. Comme c'est tout frais, je vais vous la donner. L'influence est une notion qui vit dans la société et qui a sa place dans le registre commun. L'influence, c'est être bien vu, au maximum être aimé, être compris et si possible suivi. C'est devenu maintenant une fonction diplomatique parce qu'il y a de la contre-influence. Donc, on peut le dire de mille et une manières, pardon, faire de la diplomatie culturelle, de l'influence, c'est encore une fois faire rayonner pour nous la langue et la culture française. Pourquoi? Eh bien, on peut le dire de mille et une manières, ça peut être pour être connu, pour être apprécié, pour se faire des amis pour la vie, si possible, des communautés d'intérêt, de gens qui vont aussi partager nos valeurs et avec lesquels nous pourrons bâtir une forme de politique étrangère partagée
au service, encore une fois, de ce en quoi nous croyons. Des amis pour la vie, on s'en fait, par exemple, si tout va bien, avec les élèves de nos lycées français. Il y a 580 lycées français à l'étranger, ça représente à cette rentrée scolaire 400 000 élèves, et plus des 2 tiers ne sont pas des enfants français. Ce sont des enfants de la nationalité ou d'une autre nation, du pays dans lequel se trouve le lycée français, d'une autre nationalité. Et bien la plupart du temps, quand vous avez passé la majeure partie de votre scolarité dans un lycée français à l'étranger, il va y en rester quelque chose qui vous marquera sans doute pour la vie. Et on peut dire la même chose des études faites en France. Nous cherchons à attirer les meilleurs étudiants étrangers dans notre pays, dans nos établissements d'enseignement supérieur. Pour un certain nombre d'entre eux, nous leur délivrons des bourses. Et l'expérience montre que leur séjour en France va les changer, va leur apporter quelque chose, et en tout cas dans la connaissance de notre pays, ça va jouer un rôle déterminant. Et hormis, comme partout, on peut avoir de mauvaises expériences, mais pour la plupart d'entre eux, ils vont garder un lien avec la France qui va les marquer. Je, et on peut répéter, multiplier les exemples. Fréquenter une alliance française, un institut, une programmation culturelle, visiter un musée, tout ça crée une expérience assez forte et qui doit susciter une envie de France. Et le tout dans un contexte qui est devenu quand même assez dur, assez compétitif. Je le dis, hein, j'ai dit, on fait ça depuis des décennies. Ce que je raconte n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que d'autres pays le font et dans un contexte international qui, ça ne vous aura pas échappé, s'est tendu ces dernières années. Il y a certains, les spécialistes des relations internationales parlent de brutalisation des relations internationales, d'hystérisation même parfois. Ce qui est certain, c'est que euh, dans un pays ou un autre, l'action du conseil culturel de l'ambassade de France, de l'Institut français, elle se fait en, en concurrence, en compétition, parfois même dans l'adversité. Il y a bien sûr les grands partenaires européens, il y a bien sûr les États-Unis, mais il y a aussi euh, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde, tous cherchent un peu à mettre en avant leur culture, et au-delà de leur culture, c'est leur modèle de société. Il y a donc une forme de guerre des narratifs qui s'est installée. Il y a des pays où c'est plus féroce que d'autres. Voilà. Donc tout ça fait que cette action culturelle, qui est mise en œuvre sur le terrain par des gens dont le métier est d'être des acteurs de la culture, un attaché culturel, un attaché linguistique, un attaché de coopération éducative, nous les recrutons dans le réseau avant tout parce qu'ils connaissent ce métier. Nous devons, nous, en tant que diplomates, leur dire qu'ils doivent être conscients qu'ils font leur métier a aussi une dimension politique. Ils font leur métier dans un contexte qui n'est pas neutre. Et donc, il ne faut pas tout politiser, évidemment, mais il ne faut pas être dans la naïveté. Il y a besoin, d'une certaine manière, que les acteurs de la culture sur le terrain avec les acteurs des relations internationales, c'est-à-dire les diplomates, que ces deux visions soient conjuguées. Hein. Et c'est pour ça que je reviens à mon point, il faut que l'ambassadeur et son équipe diplomatique pilotent cette action de coopération culturelle au sens large. En tout cas, moi, c'est ça mon métier. Et moi, je vous ai rappelé mon parcours, que vous ayez bien en tête que ce que je suis, c'est un diplomate de carrière. Je ne suis pas un spécialiste de la culture. Mais au sein de la direction qui est la mienne, donc cette direction de la culture, l'enseignement, de la recherche, de l'université, donc qui s'appelle aujourd'hui la direction de la diplomatie d'influence, j'ai un mix entre des diplomates de carrière, des hauts fonctionnaires qui viennent d'autres ministères, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis des contractuels, des gens qui viennent chez nous parce qu'ils nous apportent une expertise que nous n'avons pas sur la musique, sur l'archéologie, etc., etc. Donc, moi, par ailleurs, pour juste le dire, mais mon défi au quotidien en tant que manager, c'est d'arriver à faire que cette équipe de 120 personnes, d'origine professionnelle assez diverse, ce qui est quand même une grande richesse, arrive à bien travailler ensemble et à bien se comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ma direction?
eh bien, on pilote un réseau mondial. Et ce réseau, c'est celui de 130 services culturels d'ambassade, ce que nous appelons des SCAC dans le jargon français, d'une centaine d'instituts français un peu partout dans le monde, qui souvent ont des antennes. Hein. Par exemple, l'Institut français du Maroc, en fait, c'est une quinzaine de sites partout dans le pays. Ce qui est souvent une particularité française aussi, c'est que nous ne sommes pas que dans la capitale. Nous cherchons à avoir un maillage du territoire, surtout dans les pays qui sont fédéraux aussi, hein, bien sûr, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, le Canada, etc. Euh, donc, j'ai dit une centaine d'instituts français. Nous avons aussi des instituts français de recherche en sciences sociales. Nous avons plus de 800 alliances françaises et, je l'ai déjà dit, 580 lycées français. Donc, vous voyez un petit peu, ça représente énormément de monde sur le terrain, plusieurs milliers de personnes employées, un grand dispositif, un gros effort budgétaire, évidemment, pour la France. Moi, je pilote un programme budgétaire qui est de l'ordre de 600-700 millions d'euros annuels. Je fais sous l'autorité du directeur général de la mondialisation. Et tout ça nécessite évidemment au quotidien de faire vivre un réseau et de lui donner des objectifs chiffrés de mise en œuvre de cette politique d'influence. Augmenter le nombre d'élèves dans les lycées français, le passer à 700 000 élèves en 2030, augmenter le nombre d'étudiants internationaux qui viennent étudier en France, et non seulement en avoir, donc l'objectif c'est 500 000 en 2027, mais c'est aussi que ces 500 000, ça soit les meilleurs étudiants possibles, évidemment, c'est aussi un objectif quantitatif. Et puis, je ne vais pas tous vous les donner, j'ai l'impression que je commence à donner beaucoup de chiffres, mais dans chacun des domaines, nous fixons des objectifs, nous allouons des moyens, nous mobilisons nos équipes sur le terrain. Et ce qui est très important, c'est que tout ça ne se fait pas uniquement dans un réseau franco-français, tout ça se fait en co-construction avec nos partenaires, surtout la programmation culturelle, par exemple. Ça n'a aucun sens de faire un truc franco-français. Nous ne faisons pas des instituts français pour les Français à l'étranger. Il se trouve qu'ils viennent à l'Institut et qu'on est ravis de les accueillir. Mais un institut culturel français à l'étranger, c'est pour les habitants du pays. C'est un public qui est visé. Et donc, ça fonctionne bien si c'est un endroit où les artistes du pays sont les bienvenus, où ils peuvent aussi se produire, et se produire si possible avec des artistes français. Bref, vous avez bien compris l'esprit. On est dans la co-construction. C'est peut-être ça aussi qui a un peu changé par rapport à il y a quelques décennies. On n'est pas là pour exporter la culture française qu'on la poserait comme ça au milieu du pays en disant venez l'admirer. Non, non, on est plus dans un lieu de création dans lequel il y a un dialogue des cultures. Voilà. Comme il est déjà 25, je propose de m'arrêter là. Parce que moi, je peux continuer comme ça pendant longtemps, mais je pense que ça sera plus intéressant si Anne-Marie et Bertrand reprennent la main et peut-être organisent un peu un moment d'échange. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu, c'était passionnant et ça nous donne des idées. Je propose que chacun donc, soit lève la main, soit j'ai l'impression qu'il y a un écho, Bertrand. Donc, soit lève la main, soit mettre ses questions dans le chat. Alors, je vais simplement lancer les questions et puis pour permettre de passer directement à la deuxième. En fait, j'en ai plusieurs. La première, c'est est-ce que la diplomatie française utilise ses consuls honoraires dans la politique d'influence et comment? Et le corollaire, c'est comment nous, consuls honoraires en France, avec les relations qu'on a dans les pays que nous représentons, nous pouvons être utiles à cette politique. La semaine dernière, j'étais en train d'organiser un échange Erasmus avec l'école de commerce de Troyes et l'université de Kaunas, mais l'objectif est le même dans les deux cas, c'est de faire venir des étudiants français en Lituanie et faire venir des étudiants lituaniens en France. Donc c'est comment créer de l'amitié, se créer des amis pour toujours, dans les deux sens. Donc comment utilisez-vous les consuls honoraires et comment est-ce que nous on peut jouer un rôle là-dedans parce que on est aussi les représentants de la France dans nos pays, même si officiellement ça n'est pas dans nos missions. Excellente question. Alors, dans le système français, les consuls honoraires de France
sont gérés par la direction des Français à l'étranger de l'administration consulaire. Et donc, les mandats qu'ils reçoivent sont strictement consulaires, type délivrance, etc. Mais sur le terrain, et je le rappelais en mentionnant ma petite expérience à Chicago il y a une vingtaine d'années, mais c'est encore totalement actuel et vrai et vérifié. Sur le terrain, indépendamment de ces missions consulaires, on peut tout à fait, et la grande majorité des collègues en poste le font, s'appuyer sur les consuls honoraires parce que, comme je l'ai dit, vous disposez souvent de beaucoup de connexions, d'un très bon carnet d'adresses, comme on dit, d'une reconnaissance aussi par les autorités locales, qu'elles soient politiques, universitaires, et donc tout ça est un trésor, en fait, qu'on aurait tort de ne pas utiliser. Je pense notamment, alors, le rôle que vous pouvez avoir en France, bah, en fait, tu m'as un peu soufflé la réponse, Anne-Marie. Il se situe dans le contact avec la société civile. Je pense notamment aux collectivités territoriales, parce que l'intergouvernemental, en réalité, est assez bien couvert. Pour le coup, c'est notre métier. Mais la diplomatie, elle se fait le monde a changé, elle se fait à toutes sortes de niveaux, avec une pluralité d'acteurs. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui n'êtes pas dans la capitale, mais en région, ce qui est quand même le cas pour la plupart d'entre vous. Et là, c'est clair que les ministères des Affaires étrangères ou les ambassades sont moins bien équipés et on passe à côté d'une foultitude d'opportunités. Donc oui, clairement, pour reprendre ton exemple, pour l'université de Kaunas, tu vas voir une autre université, surtout qu'en France, les universités, là aussi, le monde a changé, elles ont maintenant une bien plus grande autonomie que ce n'était le cas auparavant, et qu'on suscite comme ça des programmes, des visites, des programmes de coopération, c'est très utile. Donc je ne peux que aller dans le sens que tu as décrit de ce type de choses. Après, euh, tout est histoire de bien se coordonner et bien s'informer mutuellement des opérations, de ce que chacun fait. Voilà. Parce que c'est souvent ça, en fait. C'est quand tout à coup, les initiatives sont toujours les bienvenues, mais j'observe souvent les ambassades n'aiment pas les découvrir. Elles aiment bien en être informées en amont, etc. Et donc ça, c'est comme ça qu'on se coordonne au mieux pour éviter d'abord de se rendre compte qu'on est en train de traiter les mêmes publics en parallèle et plutôt montrer que le consul honoraire vient amener quelque chose que n'avait pas vu l'ambassade, que n'avait pas vu le ministère. On a une Prenons question, pardon, on a une question de Carole qui a levé la main. Carole. Oui, je remets le bonsoir et à nouveau bonsoir et merci beaucoup de votre intervention. Je suis doublement concernée dans la mesure où j'ai un background en fait plutôt dans ces domaines-là, architecte, design, etc. Et donc et que j'ai pas mal enseigné en école supérieure, ingénieur, design et un petit peu à l'étranger aussi. Euh, je pense que c'est très important de rebondir et peut-être d'aller un petit peu plus loin sur la question d'Anne-Marie parce que moi, je suis consul honoraire simplement depuis 3 ans. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu seul quand on arrive sur ce type d'engagement, ce que vous disiez, c'est quand même en grande partie du bénévolat et on a cette envie de vouloir faire bouger les choses. L'ambassadeur du Japon, juste le précédent, pas celui qui est en poste maintenant, m'avait dit, écoutez, étant donné que vous n'êtes pas, entre guillemets, rémunéré, que c'est quelque chose que vous faites en plus, vous avez toute l'attitude de faire les choses. La problématique à laquelle j'ai été confrontée, c'est de me retrouver justement en réseau parallèle quelquefois. Et je voulais savoir comment on pouvait justement, avec par exemple votre direction, avec peut-être des personnes dédiées, organiser peut-être un échange ou quelque chose au niveau semestriel ou essayer de trouver un moyen d'échanger sur le sujet pour optimiser justement les différentes synergies. Je vais vous donner un exemple très concret, ce sera plus facile. Euh, moi, je suis pas lilloise, mais je vis à Lille. Et il y a l'île 3000 qui est assez connue, en fait, depuis une petite vingtaine d'années.
L'île 3000 organise une très grosse exposition au Tripostal, qui est un lieu dédié en général d'expositions qui ont une réputation bien au-delà de la France. Et par exemple, durant cette exposition qui est sur des textiles innovants, etc., il y a une partie qui va aller à Osaka 2025. Et donc, en off, peut-être, mais bien entendu avec un lien avec le pavillon français qui est étudié. Donc, bien sûr, je suis en contact avec l'ambassade, je suis en contact avec l'île 3000, je les aide à trouver un lieu aussi au Japon. Mais ce genre de choses, je pense, on manque un tout petit peu d'éléments pour savoir. On n'a pas forcément suffisamment de temps, puisqu'on n'est pas, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas à plein temps. Euh, Suffisamment d'éléments pour savoir comment on pourrait trouver un fonctionnement, euh, ou tout au moins un flot de communication qui pourrait nous aider et puis apporter ce que vous évoquiez, c'est-à-dire une plus-value qui ne soit pas en parallèle, hein, simplement une plus-value spécifique de par notre rôle sur les régions, nos contacts avec les artistes sur place, etc. Je suis désolée, c'était un peu long. Comme, Non, voilà. mais Enfin, en c'était gros, on pourrait finalement être plus efficace. Ça va peut-être un petit peu plus loin que la question d'Anne-Marie encore. Comment on pourrait communiquer finalement avec certains de vos services ou voilà. très bien. Non, Peut-être merci beaucoup. Moi, calendrier, je ne sais pas. Par exemple, vous avez parlé de la francophonie aussi, à Villers-Cotterêts, c'est dans les Hauts-de-France. Bon, on le sait, c'est quelque chose sur lequel on va se concentrer l'année prochaine. Bruno Cavaco, notre doyen, est là aussi. En revanche, c'est vrai que ça nous intéresserait peut-être, en tant que corps consulaire, d'être là et d'épauler ou de participer pour montrer comment on veut aussi élargir peut-être ce réseau. Voilà. Euh, Merci, Carole. un peu long, désolé. non, mais Mathieu. c'était long, mais parce que c'était réel, ça a posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je m'empresse de dire, moi, je n'ai pas réponse à tout et je suis pas, il y a trop de, je connais pas assez cette réalité et j'ai pas forcément beaucoup d'éléments. Mais euh, d'abord, d'abord, vous êtes au service les uns et les autres dans des situations différentes et donc c'est aussi un peu les pays que vous représentez, les ambassades qui doivent vous donner des instructions. C'est évidemment pas mon rôle ni celui du ministère. Deuxièmement, vous êtes sur une base de volontariat, vous êtes souvent seul à effectuer cette mission et surtout, vous avez plein d'autres choses à faire par ailleurs. Donc, probablement, il faut choisir ses buts. Quelque chose qui soit. On ne peut pas être sur tous les projets et vous n'avez pas derrière vous une armée une équipe pour vous aider à les mettre en œuvre. C'est sans doute un petit peu un enjeu pour vous de voir ce qui est faisable. Après, moi, ma direction n'est pas la bonne adresse parce que c'est une direction d'administration centrale. Nous, vraiment, c'est le cœur de l'État stratège régalien dans le pilotage de son propre réseau, comme je vous l'indiquais. Et donc, nous ne sommes pas dans la mise en œuvre opérationnelle de tel ou tel projet. Mais pour ça, il y a des réponses. D'abord, c'est souvent les réponses qu'on trouve dans les ambassades. Donc l'ambassade, vous avez pris l'exemple du Japon, l'ambassade du Japon en France, mais aussi l'ambassade de France au Japon, parce que vous, en fait, vous êtes des passeurs, vous travaillez sur les deux flux. Vous êtes là pour que la relation bilatérale se développe dans les deux sens. Vous aidez des Japonais en France, enfin, je continue sur le Japon, je ne me trompe pas, mais vous aidez des Japonais en France et faire que les Français connaissent mieux le Japon et les Japonais, et réciproquement, vous êtes ravis quand vous arrivez à susciter telle ou telle délégation française qui va se rendre au Japon, parce que si vous voulez, c'est tisser des liens. Donc l'ambassade de France au Japon sera utile pour vous et le réseau culturel et consulaire de la France au Japon et réciproquement du Japon en France. Il y a aussi les opérateurs. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas dit justement tout à l'heure dans ma présentation, c'est qu'évidemment, ce n'est pas avec mon équipe de 120 personnes qu'on est capable de monter des projets dans le monde entier. Et donc nous sommes une administration centrale, mais nous prenons des décisions qui sont après souvent opérationnalisées par des agences. Dans le domaine culturel, ce sera l'Institut français. Et dans le domaine universitaire, les mobilités étudiantes, ce sera Campus France.
Dans le domaine scolaire, l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Dans le domaine du tourisme, qui n'est pas le mien, mais je le cite, ça va être Atout France. Dans le domaine des échanges économiques, Business France. Enfin, je pense que vous connaissez ces opérateurs, peut-être pas tous. Il y en a un autre que je voudrais quand même citer, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais c'est France Volontaire. Je pense que c'est intéressant pour vous, parce que c'est l'opérateur qui a la responsabilité d'organiser les échanges de jeunes, de manière générale. Mais après, il y a des choses plus spécifiques, comme l'OFAGE, dans le domaine franco-allemand. Bref, la liste est longue, et là, pour le coup, on a des gens dont le métier, c'est de monter des projets, de susciter, c'est un petit peu dans tout ce que vous avez un petit peu envie de faire, c'est-à-dire d'organiser, notamment beaucoup sur les échanges humains. Et puis, je voudrais citer aussi les conseillers diplomatiques en région. Parce que c'est vrai que ça nous manquait. Nous, au ministère des Affaires étrangères, on a un ministère petit, d'abord très petit au regard de l'État. On est inférieur à 1% de l'État central. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas beaucoup de divisions. Et en plus, nous sommes un ministère qui est présent à Paris. Bon, on a des services déconcentrés à Nantes, mais bref, c'est Paris. Et puis après, notre réseau, c'est à l'étranger. Donc, nous avions un déficit pour être cranté, si je puis dire, sur le territoire national. Et donc on a désormais un réseau de conseils diplomatiques en région. Donc, à Lille, en l'occurrence, auprès du préfet de la région Hauts-de-France, il y a un collègue. Alors évidemment, on est petit, donc on manque de moyens. Ce collègue, il est parfois tout seul, et parfois il a un petit peu d'aide. Il peut s'appuyer sur les services de la préfecture. Mais en fait, c'est quand même déjà beaucoup, puisque c'est quelqu'un qui va justement opérer toutes ces mises en contact nécessaires avec tel ou tel opérateur, avec telle ou telle entreprise, avec telle université. Et ça donne d'assez bons projets et d'assez belles réalisations. Mais là aussi, faut choisir ses buts. C'est difficile d'arriver à couvrir tous les pays avec toutes les ambitions que nous mettons dans nos projets culturels. Oui, merci Mathieu. On va mettre cette liste sur le site de l'UCHF et pour Ouais. votre information, on fera une réunion. On a prévu en janvier une réunion avec Caroline Ferrari, qui est le secrétaire général adjoint du MEAE et qui est notre interlocuteur naturel, pour faire justement un point sur ces sujets-là. J'irai sur ces sujets, je dirais, plus opérationnels. Donc, on reviendra vers vous pour vous en parler. Mais on a une rencontre qui sera prévue, planifiée, organisée en janvier sur ces sujets-là et on mettra la liste. Il y en a quelques-uns que je ne connaissais pas, donc je suis ravie je vais les rajouter. Est-ce qu'il y a des gens dans la file d'attente, Bertrand? Est-ce que Bruno veut nous parler de la francophonie? Ou est-ce que j'embraye sur la contre-influence? Bertrand, il n'y a pas ton micro. Moi... Non, Alors, je Bertrand, disais, il y a Bruno qui a levé la main, effectivement. eh bien, Bruno, consul du Portugal à Lille et secrétaire général adjoint. Oui, non, mais je voulais réagir effectivement par rapport à la réaction de Carole, mais aussi voilà, rappeler que effectivement on a tous nos relations avec notre pays d'origine qui nous a nommés, et effectivement dans ces relations diplomatiques avec l'ambassade ou les consulats généraux aussi par rapport aux communautés, mais il y a aussi le rôle collectif des corps consulaires. Voilà, puisque effectivement, au titre des corps consulaires, là on a plus en fait, on prend plus notre casquette puisqu'on est des Français. Là, on prend plus notre casquette on va dire, de Français et d'ambassadeurs de nos territoires et de nos régions. Évidemment, c'est dans ce cadre-là où on est très demandeur aussi de développer des relations. Bien évidemment, il y a les conseillers diplomatiques. On développe aussi, bien évidemment, aussi des relations avec les différentes structures d'attractivité ou de développement économique ou culturel. Mais je pense aussi, Anne-Marie a parlé, de pouvoir créer aussi, tisser des ponts entre les corps consulaires et le ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça qu'avec Madame Ferrari, ce sera intéressant de discuter avec elle, puisque je pense qu'il y a des réseaux aussi en termes de groupes et de corps consulaires de Français, hein, même si on représente des pays étrangers, qui peuvent être importantes aussi pour la diplomatie économique, culturelle, avec les territoires. Bon, et vous êtes... Trois Oui, réactions, pardon, Mathieu. Marie. Je ne savais pas, mais j'en suis ravi pour vous, avec Caroline Ferrari. C'est une excellente collègue et vous avez le très bon niveau d'entrée supérieur dans le ministère. Donc c'est une très bonne chose. Comme je la vois souvent, je lui rendrai compte de nos échanges. Deuxièmement, si j'ai bien compris,
Bruno Cavaco représente le Portugal. Et je saisis l'occasion quand même pour mentionner un élément de la diplomatie culturelle que je n'avais pas eu l'occasion de mentionner, les saisons culturelles, les saisons croisées, les temps forts culturels avec tel ou tel pays. Et nous avons précisément fait une saison croisée France-Portugal. Vous avez peut-être entendu parler, même si vous n'êtes pas consul honoraire du Portugal, à la différence de Bruno, mais qui a été un grand succès l'année dernière et qui a permis d'organiser une foultitude d'événements de toute nature différentes. Il y en avait pour tout le monde, les jeunes, les vieux, du débat d'idées, de la programmation, de la réalité virtuelle, du théâtre, de la musique, de la gastronomie. Ça a extraordinairement bien marché. On s'est appuyé en plus sur la communauté des lusophones, des lusodescendants. On a vraiment les entreprises, on a équilibré entre les deux pays. Bon, on ne peut pas faire ça avec tous les pays, c'est tour à tour. Voilà. Et je pense que pour un consul honoraire, c'est sans doute un moment assez gratifiant, un moment qui permet d'avoir un maximum de visibilité, mais aussi de contact, y compris avec des gens qu'on ne connaissait pas, qui à cette occasion Ah ont bah, noué de nouveaux contacts. ouais, bah moi, ça a vraiment été un accélérateur de développement de coopération, puisqu'on a eu huit villes qui ont été touchées par cette saison croisée. Et aujourd'hui, j'enchaîne, en fait, il y a un effet après de cette saison croisée où je suis en train de développer des délégations et des coopérations entre des villes portugaises et des villes aussi de la région d'Hauts-de-France. Donc oui, c'est des super bons moments. Et c'est vrai qu'aussi, on parlait, je vais dire un petit mot aussi sur la francophonie, puisque Villers-Cotterêts, c'est dans les Hauts-de-France. Voilà, et on est sollicité aussi, je pense aussi avec Raymond, avec nos collègues des corps consulaires du Maroc, voilà, de dire, bah, tiens, il y a le FICAC qui existe au niveau mondial et que bah, les consuls francophones ne sont pas forcément regroupés. Bah, voilà, effectivement, on a soumis un peu l'idée de dire, tiens, il y a une fédération européenne, il y a une fédération mondiale, pourquoi pas profiter aussi de ce 21e sommet pour structurer une fédération des consuls honoraires francophones. Je pense Ah, que génial. dans cette diplomatie d'influence française, je pense que cet échelon manque et nous, en tout cas, au titre du CHF et en relation avec les corps conseillers, on est prêt à y travailler. Voilà, on a déjà, c'est effectivement, merci Bruno d'en parler. On a commencé à prendre des contacts avec nos collègues belges, grâce à Bruno, marocains notamment, et on a quelques pays d'Afrique de l'Ouest pour imaginer. Alors, est-ce que Villers-Cotterêts, ça peut être une occasion de lancer ou d'officialiser? On te le met dans ta banette au cas où ça te donne des idées, parce que ça serait vraiment une opportunité pour dire l'importance de la francophonie dans le monde et le rôle que peuvent jouer les consuls honoraires dans ce combat pour la francophonie. Voilà. Alors C'est nous, on a une- une saison de la Lituanie. Pardon, vas-y. Non, je trouve que c'est une très belle perspective. C'est vrai souvent il y a les GAF, les groupes des ambassadeurs francophones, et décliner cette idée au niveau des consuls honoraires, à titre personnel, je trouve qu'elle est remarquable et j'ai bien envie de l'encourager. Après, le sommet de Villers-Cotterêts, je préfère ça me dépasse un petit peu. C'est piloté par le président de la République, donc D'accord. voilà. Mais on peut infuser l'idée. Écoute, nous, on peut. Enfin, je vous propose, messieurs, dames, qu'on en reparle en bureau pour voir si on peut carrément, je dirais, accélérer le dépôt de statut, par exemple, ce qui permettrait d'accélérer ce mouvement et puis de communiquer dessus au moment de Villers-Cotterêts. Là, on te le fait en direct, hein, Mathieu, hein, c'était pas prévu. Et de profiter pour faire une communication à cette occasion-là, pour avoir un effet de levier de la communication. Alors, je disais qu'on avait, nous, avoir une saison de la Lituanie en septembre 2024. Et quand tu parlais de ce réseau de gens qui sont de la culture et qui doivent contribuer à l'influence, euh, cela fait court, on a une attachée culturelle, nous, lituanienne en France, elle n'a pas compris ce que c'était que la culture lituanienne. Il y a Pierre qui me dit de la fermer. Donc, comment on fait pour que tout ce réseau, il porte réellement, est-ce qu'il est formé, est-ce qu'il est animé, comment il est fait pour que le réseau des attachés culturels porte réellement cette dimension culturelle? Parce que je ne suis pas sûre d'être la seule à avoir des difficultés. Le monde culturel est compliqué, avec des starlets,
comment on fait pour animer les starlets euh, et faire en sorte que ces gens-là soient les vrais porteurs de la culture de nos pays respectifs. Donc, comment toi tu fais pour la France pour que nous, on soit mieux dans nos pays? Alors effectivement, tu as cité fort à propos donc la perspective de la saison culturelle lituanienne en France, qui aura un écho pour la culture française en Lituanie. Et je suis bien placé pour le savoir parce que je suis précisément allé à Vilnius il y a un an pour en poser les bases avec les homologues lituaniens. Et c'était un plaisir d'ailleurs parce que j'ai trouvé des gens d'une très grande qualité et ça se présente extrêmement bien. On en a une qui s'annonce de saison culturelle avec le Brésil en 2025 et une avec la Méditerranée en 2026. C'était peut-être pour anticiper des questions. On a D'accord. déjà. Guy Meyer, celui du Brésil, est là. Ah bah, très bien. Voilà. Et Méditerranée, je ne les vois pas, mais ils sont là aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que dans la file d'attente, on a déjà notre travail qui s'annonce. Euh, alors, la question en fait sur les réseaux culturels, euh, elle est d'où. Enfin, moi, je vois deux pistes de réflexion. La première, c'est la formation des personnels. S'il y a des starlets, c'est starlets, c'est starlets. On ne change pas les gens, mais on peut quand même d'abord veiller au recrutement. Alors là, je réponds pour le réseau français. Hein, Bien sûr, c'est ça. pris pour l'exemple d'une attachée culturelle lituanienne. Et ça, je ne Non, porte pas de non, jugement. mais Mais je parle du réseau qui est le mien. Donc, il y a un encadrement RH, comme on peut le faire dans les uns les autres, dans les structures dans lesquelles vous travaillez, vos entreprises, vos établissements, je ne sais pas. Bref, c'est la même question. On est attentif dans le recrutement. Quelles sont les qualités qu'on cherche? On recrute les gens aussi sur des fiches de poste. On a un petit peu défini quand même ce qu'on allait leur faire faire avant de les recruter, non pas une fois qu'ils sont sur place. Et puis on les forme. Et nous, on a tout un processus qui est insuffisant. Il faudrait plus de temps, mais quand même, on fait des journées des nouveaux partants. Avant d'envoyer les gens sur le terrain, on les a formés ici. Après, évidemment, les gens se forment sur le tas, comme dans beaucoup de situations de vie professionnelle. Mais affectation après affectation, quand ils retournent dans le privé, mais qu'on les reprend ensuite dans le réseau, on crée comme ça une filière métier. Et moi, j'ai tout un pan de mon travail qui consiste à professionnaliser. Donc, encore une fois, comme dans plein de métiers, il y a des processus pour arriver à faire en sorte que les gens aient été formés et les idées assez claires, on leur donne des instructions, etc. Et c'est ça le deuxième point, à mon avis, c'est piloter le réseau. C'est-à-dire que parfois, on tombe encore sur des gens qui sont un peu auto-instruits, mais aussi parce qu'on les a un peu laissés à eux-mêmes. Et ce qui n'est donc pas bon. Et donc, on revient au même. Donc, on a besoin d'avoir une direction d'administration centrale comme la mienne, qui fait des instructions et qui dit voilà les priorités. Donc on a tout un processus on envoie un document circulaire à la fin de l'année pour dire pour l'année 2024, voilà les priorités politiques, voilà ce qu'il faut mettre en avant, voilà ce dont il faut parler. On a tout un dialogue de gestion tout au long de l'année. On a évidemment des réunions de réseau qui permettent d'instruire. Comme chaque année, là en juillet, j'ai réuni mes 250 conseillers culturels, conseillers culturels adjoints, attachés de coopération, qui sont les plus importants, qui sont venus à Paris. Et pendant 3 jours, on a fait des ateliers thématiques et des grandes plénières pour leur expliquer ce qu'on attendait d'eux. Et évidemment, sa pédagogie, c'est la répétition, donc on le fait tout au long de l'année. Voilà en tout cas comment on s'y prend de notre côté. Je ne sais pas comment s'y prennent les autres ministères, les autres pays, mais je crois que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres méthodes que celles que je viens de décrire pour s'assurer d'une certaine uniformité dans les messages qui sont envoyés, dans la politique culturelle qui est mise en œuvre et dans la qualité aussi de la prestation, si je puis dire. merci. Bertrand, toi qui as la visibilité, des questions? Raymond, Pia, Guy, Pierre, Raymond. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de votre vie privée. Alors, j'ai vu que vous avez peut-être 5 enfants. Est-ce que c'est vrai?
Pardon, j'ai pas entendu le début de la question. Vous avez parlé de votre vie privée au début. Vous avez dit, je crois que j'ai lu quelque part que vous aviez eu 5 enfants. Oui, j'ai 5 enfants, oui, tout à fait. Ah bon, mais moi aussi. Ah, C'est très ça qui est bien. très difficile. C'est difficile d'être ambassadeur, mais c'est aussi difficile d'être père. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous remercier tout particulièrement d'avoir répondu à cette invitation et de parler sur un thème culturel qui nous est extrêmement cher. Parce que pour une petite anecdote, si vous voulez, j'ai posé la même question à Philippe Bellaval sur la Ouais. même question. Et il s'est retranché sur un droit de réserve tant qu'il est trop proche du président. Mais on l'invitera peut-être plus tard. Ensuite, nous, on est très intéressés par le dialogue des cultures et de mettre au service tous les consuls honoraires pour ce thème-là. Et on avait rencontré Laurent Fabius quand il était ministre des Affaires étrangères dans son bureau. Il nous avait très gentiment reçus et il nous avait dit qu'évidemment, c'était intéressant pour le ministère des Affaires étrangères de savoir, pour lui en tout cas, de savoir que tous ces 450 consuls étrangers en France étaient français, donc des concitoyens, qui pouvaient éventuellement collaborer à ce projet culturel. Enfin, à Toulouse, on est plutôt spécialisé dans les problèmes universitaires. Peut-être vous connaissez la maison universitaire franco-mexicaine qui réunit tous les projets franco-mexicains sur le plan universitaire. On a des projets pour le futur, on a eu des conférences actuellement, et puis on a eu des réunions précises. C'est un des aspects que vous avez cités. Voilà, vous avez répondu à pratiquement toutes les questions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être en contact avec des gens du gouvernement français, de ministère des Affaires étrangères, pour être à leur service et répondre à leurs désirs si on peut vous aider. Voilà. Bien, merci beaucoup. Vous êtes dans une ville qui est très importante. Pardon, il y a un écho. Voilà, pardon. Vous êtes dans une ville qui est très importante pour la politique d'influence de la France parce que elle a sa renommée internationale. Vous devez, en tant qu'habitant de Toulouse, souvent vous en rendre compte. Il y a beaucoup de délégations internationales, étrangères, qui font l'étape à Toulouse pour l'aéronautique, évidemment, mais pas seulement, aussi parce que la ville est belle, elle est chargée d'histoire et qu'elle a cette concentration aussi de matières grises avec un pôle universitaire et de recherche qui est très, très fort. Et ça va être particulièrement visible. Il y a une grande manifestation internationale dans le domaine universitaire qui est en préparation, qui aura lieu en 2024. Alors, elle porte un sigle très compliqué, c'est EAAIEA ou quelque chose comme ça. Et là, spontanément, je me souviens plus de ce que ça, en développé, de ce que ça veut dire. Mais ça, vous savez, ce genre de manifestation qui tourne dans le monde, qui réunit, on est au moins sur plus de 10 000 participants qui sont attendus du monde entier. Et donc, tour à tour, un pays l'organise. Ça tombe sur la France en 2024 à Toulouse. Donc, vous aurez sans doute pas mal d'occasions de mettre en œuvre cette forme de diplomatie d'influence. J'en profite pour dire que 2024, vous l'avez peut-être déjà vous en avez peut-être déjà fait la liste, hein, mais une année qui s'annonce chargée de grands événements internationaux pour la France. Pour certains, vous n'avez pas attendu après moi, vous le savez. D'une certaine manière, ça commence déjà maintenant avec la Coupe du Monde de rugby, qui est donc une manière de bien tester notre capacité d'accueil avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Mais vous le savez aussi, il y aura les... Pierre, Pierre, tu coupes ton son. Merci. Voilà. Il y aura auparavant, au mois de juin, l'anniversaire des 80 ans du débarquement, du jour J, qui s'annonce un grand événement. Il y a d'ailleurs une mission interministérielle, enfin bref, ou un GIP, je ne me souviens plus, mais qui est en train d'être créé et présidé par Philippe Etienne, qui était jusqu'il y a peu l'ambassadeur de France à Washington. Donc ça va être un grand moment de célébration, bien sûr, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais qui aura, comme à chaque fois, comme on l'a fait pour les 70 ans, pour les 60 ans, il y aura des ramifications dans tous les domaines, des colloques, d'historiens, des initiatives en direction des jeunes générations,
des moments, je pense, assez forts, assez médiatiques, assez beaux, avec beaucoup de pays qui sont concernés. J'ai parlé du débarquement de Normandie, mais il y a évidemment celui de Provence. On n'oublie pas le sud de la France. Il y aura le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en octobre 2024. Bien sûr. Et il y aura d'autres événements, peut-être de portée moindre, comme celui que je viens de citer à Toulouse, ou comme la saison de Lituanie en France. Mais enfin, c'est quand même, ça va nous faire une année 2024 très très forte, voilà, qui donnera une visibilité maximale à notre pays et avec un grand nombre de délégations étrangères qui seront accueillies. Peut-être une dernière question sur la contre-influence, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Un certain nombre d'entre nous participent à un petit observatoire qu'on a créé qui s'appelait Désinformation et influence, parce que tout ça est lié. Tout ça constitue des menaces non seulement pour la France, mais pour beaucoup de nos pays et et je dirais presque pour notre culture et pour notre civilisation. Euh, c'est quelque chose de nouveau. Euh, comment, euh, comment on peut, nous aussi, contribuer à cette contre-influence? Oui, alors effectivement, c'est quelque chose de nouveau, même si la propagande a eu au XXe siècle notamment quelques moments forts. Mais là, on a vu un retour de cette manière d'agir assez néfaste, avec l'effet démultiplicateur qui n'a échappé à personne qu'offrent les nouvelles technologies de l'information, les réseaux sociaux en particulier, le phénomène aussi de l'information en continu. Et donc, je crois qu'on le sait tous, c'est d'une certaine manière beaucoup plus facile. On a l'impression que ça a l'air beaucoup plus facile de diffuser des contre-vérités que plutôt que des vérités. On a l'impression qu'on est beaucoup plus audible quand on raconte n'importe quoi dans le monde moderne que quand on dit simplement les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est une situation assez difficile et c'est devenu une priorité politique qui ne vous a pas échappé, donc manifestement, une priorité de la politique étrangère de la France avec deux grands axes. Un axe dans le champ de la communication. Comment est-ce qu'on répond aux infox, hein, aux fake news, eh ben, par des nouvelles vraies, par la démonstration que une fake news est une fake news, hein, par du debunking, comme on dit, par du fact-checking. Enfin, bref, il y a tout ce domaine-là, qui n'est pas le mien d'ailleurs, qui est celui de ma collègue, la porte-parole et directrice de la communication du ministère, mais ce travail qui est fait aussi avec le ministère des Armées. C'est un peu l'affaire de tout le monde. Donc il faut riposter, il faut répondre dénoncer les contre-vérités, il faut faire parler les autres. Parce que sinon on n'est que dans la communication institutionnelle. Donc quand quelque chose est faux, c'est mieux d'avoir au Mali un Malien qui explique que c'est une contre-vérité plutôt que la porte-parole du Quai d'Orsay, évidemment. Donc il faut avoir des gens qui relaient notre vision. Et puis le deuxième grand aspect, c'est la coopération. C'est-à-dire que je prends juste cet exemple du Sahel, qui n'est pas votre. Après, je vais venir à votre réalité. Ce n'est pas votre réalité, mais puisque c'est quand même un peu là aujourd'hui pour la France que se joue la guerre de la guerre de la désinformation. Au Sahel, il ne s'agit pas simplement de riposter et de dire non, ce qui a été dit est faux, non, c'est une contre-vérité diffusée par les Russes. Il s'agit aussi quand même de montrer ce que nous apportons au pays. Et donc de faire le lien entre notre communication et notre coopération. Voilà. Je ne développe pas plus, mais vous comprenez un petit peu l'idée. On a une aide publique au développement, on a des ONG, on a énormément d'actions qui sont faites, on a notre réseau culturel. Et bien ça, il faut continuer à le faire, il faut faire savoir, il faut montrer quels sont les bénéfices de notre action de coopération dans tel ou tel autre pays. Alors après, vous, le rôle des consuls honoraires, le rôle spécifique, je n'ai pas assez travaillé, j'ai pas une connaissance assez fine de votre réalité, mais je crois que c'est le même rôle que celui que moi je peux avoir en tant que diplomate, mais j'ai envie de dire aussi en tant que citoyen. C'est-à-dire, c'est celui d'expliquer ce que nous sommes, ce que nous faisons, celui d'être capable de
la parole quand il y a une contre-vérité, et peut-être de ne pas attendre d'ailleurs que des gens disent des bêtises, mais au quotidien déjà être dans une forme de communication sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. Et après, là, je mesure mal quelles sont vos capacités, vous, parce que, encore une fois, vous n'avez pas derrière vous une administration pour vous soutenir. Donc, vous avez besoin, évidemment, quand même de bien calibrer par rapport à vos capacités. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont peut-être présents sur les réseaux sociaux. Donc, apporter sa pierre à l'édifice en donnant un témoignage, ou peut-être dans les publics qui sont les vôtres, donc en faisant témoigner des gens sur les nationaux, par exemple, des pays que vous représentez en tant que consul honoraire, qui peuvent, eux, apporter un témoignage de l'expérience qu'ils vivent quand ils sont en France. Donc, voilà. Je pense que c'est comme souvent, malheureusement, si on est un peu dans la parole contre parole, mais donc à ceux qui disent n'importe quoi, il faut mettre en face des gens qui disent des bonnes choses, positives, intéressantes, factuelles, documentées, et qui vont quand même ramener le curseur vers l'équilibre. Écoute, merci, un grand On a une... merci, Mathieu, pour. Ah, Pardon. oui, Il y avait une dernière question, c'est allez, maintenant. Pia. Pia qui aura la Pia. dernière question. Allez, Pia. Pia, consul de Suède. Oui. Ah non. Oui, alors tout d'abord, je confirme la qualité des écoles françaises à l'étranger. Moi, je suis de père suédois, mère norvégienne, mais francophone et baccalauréat français grâce au cours Saint-Louis, qui est le lycée, enfin c'était le nom à l'époque du lycée français à Stockholm. Et après, de fil en aiguille, je me retrouve en France comme consul de Suède, comme consul honoraire de Suède à Nantes. Donc c'est bien l'effet de cette influence, de l'impact de tout ce que vous faites à l'étranger. Et alors ma question est un peu hors sujet, ou c'est plus une réflexion. J'ai l'impression que la France fait plus pour la qualité du français et de la culture française à l'étranger que dans l'Hexagone. Enfin, je vois, ne serait-ce que mes enfants, ils ne savent plus écrire le français. Et c'est dommage. Voilà, c'était ma réflexion. Pardon. Intéressant. Je n'enchaînerai pas par un commentaire parce que ce serait rentrer dans un débat sur la politique intérieure française et ce n'est pas le lieu. Il y a peut-être un effet de loupe aussi, c'est que les lycées français à l'étranger sont des lycées d'excellence. Vous avez cité l'exemple, donc le cours Saint-Louis a grandi. Il est devenu maintenant le lycée Saint-Louis à Stockholm. Pour l'avoir visité il y a 2-3 ans, c'est vraiment un super établissement. Et là, comme à peu près partout ailleurs, si on voulait avoir une démonstration que le brassage des cultures, la diversité culturelle, grandir dans un milieu multiculturel, c'est stimulant, on le voit quand on visite un lycée français à l'étranger. Nous avons dans nos établissements toutes les nationalités du monde. Dans certains établissements, on a 50, 60, 70 nationalités. Le multilinguisme, il est là par nature. À Stockholm, pour poursuivre cet exemple, mais je pourrais multiplier les exemples. Les enfants parlent dans la cour de récré, ils parlent français, ils parlent suédois, ils parlent en plus très bien anglais. Et avec un peu de chance, ils ont aussi des cours d'espagnol, d'italien, etc. Ils vivent au quotidien cette expérience d'ouverture au monde. C'est très stimulant. Les enseignants, d'ailleurs, sont très stimulés. Je trouve qu'à chaque fois que je visite les lycées français à l'étranger, je trouve que je vois des profs heureux, qui s'épanouissent dans leur travail et qui donnent le maximum d'eux-mêmes. Alors évidemment, ça se ressent, les résultats scolaires sont exceptionnels, et vous êtes l'incarnation de ce que ça dure longtemps, ça produit un effet dans la durée. Voilà, vous êtes l'illustration de ce que je disais par votre propre témoignage. Ça vaut mieux que de longs discours. Vous êtes l'illustration de ce que ça rend quand même les gens assez heureux et armés pour la mondialisation. Je pense que c'est ce que a toujours été vrai, mais dans le 21e siècle, finalement, c'est un bel endroit pour se préparer à la mondialisation quand on est enfant que d'aller dans un lycée français à l'étranger. Toute dernière question, Jean-Philippe Carpentier, consul de Luxembourg Oui. à Rouen. Jean-Philippe, sur les capitales européennes de la culture. Toute dernière question.
Mets ton micro, Jean-Philippe. Oui, bonjour. Alors, j'avais juste deux choses. D'abord, le multilinguisme, c'est aussi dans certains pays comme le Luxembourg quelque chose de normal et d'habituel, puisque plusieurs langues sont les langues officielles. Et puis, d'autre part, ma question, c'était celle de la coopération au niveau européen, au regard des capitales européennes de la culture, puisqu'on a eu au Luxembourg l'année dernière Esch-sur-Alzette. Et par expérience, pour y être allé et avoir répercuté ça dans ma région, la Normandie, ça a eu un véritable écho et ça a drainé un certain nombre de gens et ça a permis aussi de véritables échanges fructueux. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez et ce que ça pourrait avoir comme écho chez vous. Oui, absolument. Sur le plurilinguisme ou le multilinguisme, vous avez tout à fait raison. C'est comme en France, on a vécu, la nation s'est construite sur l'idée d'une langue unique, qui est la langue française, qui a un peu écrasé les langues régionales. Euh, on vise dans ce cadre-là, mais vous avez tout à fait raison de le rappeler. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont habitués, au contraire, à la coexistence de plusieurs langues. Sur les capitales européennes de la culture, bah, c'est un succès. On en a maintenant du coup plusieurs en même temps parce que la demande est très forte. Je vois là pour la sélection, vous savez, ça se décide, les villes candidates à l'avance. Donc là, je me souviens plus très très bien, mais enfin, en tout cas, en ce moment, il y a eu plusieurs candidatures de villes françaises. Il y a eu Clermont-Ferrand, il y a eu Bastia, il y a eu au départ, il y avait 7 ou 8 villes françaises qui voulaient être capitale européenne de la culture. Alors ça doit être pour 2025 ou 2026, là, les candidatures. Pardon d'être un peu imprécis, mais simplement ce que je veux dire par là, c'est que ça suscite il y a un vrai engouement. Et aujourd'hui, bah voilà, Rouen 2028, voilà. Et donc, on a maintenant simultanément, l'an dernier, bah justement, Kaunas était capitale européenne de la culture en 2020 ou 2021. Au même moment, on avait Novi Sad en Serbie, on a eu Timișoara en Roumanie. Donc au début, j'étais surpris je croyais qu'il n'y en avait qu'une seule, mais en fait, ça c'était autrefois. Maintenant, on a vraiment étendu le dispositif. Et dans le fond, il n'y a pas de problème parce que Timișoara en Roumanie peut être capitale européenne de la culture, ça ne nuira pas à Esch au Luxembourg. Évidemment, il n'y aura pas de. L'Europe est assez grande pour satisfaire tous les publics. Et ça draine du monde et ça fait découvrir la richesse culturelle profonde de l'Europe. Donc pour moi, c'est vraiment une réalisation extraordinaire. Et d'ailleurs, nous, généralement en programmation, on essaye de donner un peu plus de crédit cette année-là au poste. Donc par exemple, là, l'ambassade de France en Roumanie a reçu des crédits additionnels pour pouvoir faire une programmation spéciale à Timișoara quand Timișoara était capitale européenne de la culture. Et puis on a fait pareil pour Kaunas, etc., etc. On veut être de la fête. On veut que cette mise en avant d'une ville européenne soit aussi une mise en avant de la culture française. Et évidemment, quand c'est une ville française qui est capitale européenne de la culture, alors là, on en fait un maximum. Voilà. Merci beaucoup Mathieu pour cet échange. Tu as compris que les consuls honoraires étaient prêts à contribuer à cette action d'influence sur la culture parce c'est vraiment aussi la culture et l'influence sont aussi nos missions. Donc on est ravis de ça. Merci à tous d'avoir participé. Je me permets de vous rappeler que nous avons notre assemblée générale à Dijon le 30 septembre et le 1er octobre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps. C'est une ville magnifique. Notre ami Jean-Louis Petit nous a concocté un super programme. Donc, n'hésitez pas. Les prochains mercredis de l'UCHF sont le 18 octobre. On aura la chance d'accueillir André Soulier. Alors, André Soulier, c'est un très vieux monsieur, ça va nous changer. Il écrit un bouquin sur ses 1001 vies parce qu'il a tout fait. Et on aura plutôt un échange au coin du feu qui sera animé par Bertrand avec André Soulier. Donc, le 18 octobre. Mathieu, je vais t'envoyer ça.
Je l'envoie Oui, au quai. On a écrit le consul honoraire ou l'émission. Ceux qui ne l'ont pas parmi les consuls honoraires peuvent aussi le commander. Ça avait été préfacé par Jean-Yves Le Drian, mais c'est toujours d'actualité. Euh, et donc, on essaie à travers ça de promouvoir la fonction de consul honoraire et de la mettre en valeur, puisque aujourd'hui, on est quand même 550 en France, on représente 140 pays. Et si nous sommes mal connus ou méconnus, ça fait partie de notre boulot. Encore merci Mathieu, encore merci à tous. Bonne soirée et à très bientôt. et très bonne assemblée générale. Assemblée générale à Dijon, ça sent la dégustation de vin, mais je vous C'est à la envie. cité. On va carrément faire ça à C'est la très mal cité. nous connaître. Bonne soirée Merci encore. beaucoup et bon courage et bravo. Merci, au revoir. Merci.